Allô, moi c'est Judith, je suis orthophoniste et formatrice et je travaille avec les gens qui bégayent depuis plus de 15 ans. Et moi, c'est Geneviève, je suis candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie et je suis une adulte qui bégaye. Vous écoutez Je suis un podcast, un espace pour parler du bégaiement sous toutes ses formes, sans tabou et dans le plaisir. Après l'épisode de Cassiopée, donc l'épisode juste avant celui-ci, l'épisode 44, Geneviève a eu l'idée de faire un épisode complément sur les présentations orales. Et oui, parce que effectivement, on a abordé le sujet des présentations avec Cassiopée et on sait que pour beaucoup de gens qui bégayent ou non, les présentations peuvent être tout un défi. Je suis un podcast créé par l'association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégayent. Rendez-vous au abcbégaiement.org pour connaître les services, les ressources et les activités de l'ABC. Suivez-nous sur Instagram ou Facebook sous le nom ABC Bégaiement. Bonne écoute! Merci d'être là et de nous suivre. Comme c'était le fun de parler avec Cassiopée. Mais je l'aime full. On voulait maintenant vous partager quelques ressources sur les présentations orales pour les personnes qui bégayent. D'abord, il y a un article, c'est en anglais, mais c'est un article qui est très bon. Je ne sais pas si je prononce bien son nom de Carl Herder. Oui, c'est ça. Oui. Qui est orthophoniste, qui travaille à l'American Institute for Stuttering. L'article est accessible en ligne. On va le mettre dans les références. Donc, c'est un article sur des conseils pour les élèves qui bégayent. Puis son premier conseil, en fait, c'est exactement ce que Cassiopée nous a partagé. Donc, c'est premièrement, parler à votre professeur. Parce que ça va permettre aux professeurs de comprendre. Il y a des professeurs qui savent pas ce que le bégaiement c'est, qui peuvent avoir des préjugés inconscients, qui s'en rendent pas compte, puis qui vont penser peut-être que c'est dû à une mauvaise préparation. Donc, de lui en parler, ça peut vraiment aider. Ah oui, puis juste préciser, tu sais, c'est des conseils, mais c'est pas directif non plus. C'est-à-dire que si les conseils, s'il y a des conseils ou des éléments dans ce que Carl partage qui vous parlent pas, c'est correct. Il y a toutes sortes de conseils pour toutes sortes de gens. Comme Judith et moi, on parlait plus tôt. En fait, je veux dire que cette précision vient de Judith et non de moi. mais oui, c'est ça, il n'y a pas de recette. Puis, tu sais, par rapport aux profs, là, dans le fond, oui, l'élève peut parler au prof directement, mais des fois, les gens sont... moi, j'en ai des jeunes qui sont pas sûrs nécessairement, mais moi, j'appelle toujours les professeurs. J'encourage vraiment les orthophonistes à appeler les professeurs au primaire, même au secondaire, puis de leur expliquer le bégaiement. Puis, je donne souvent aussi le document de Sarah Hervé, qui est en ligne. Aussi, on va mettre le lien là, pour, si vous voulez aller le retrouver. Le bégaiement expliqué à ma classe, qui est une infographie magnifique. C'est super bien fait. C'est sa sœur là, qui a fait le graphisme. C'est super intéressant, informatif, clair, concis. Puis, c'est ça, je parle au professeur pour lui expliquer le bégaiement. Puis, des conseils aussi de base, d'attendre, de voir le bégaiement comme quelque chose qui est là, c'est tout. De manière neutre, il n'y a rien de négatif à ça, là. Tu sais, la personne bégaye, là. Donc, tu lui laisses le temps de parler. Ou tu peux aussi, c'est ça, puis je vais juste dire ça rapidement, puis je vais te laisser continuer la liste de Carl, mais tu sais, il y a des belles équipes qui peuvent se créer entre les jeunes puis les profs. Après, moi, que je leur ai parlé au prof, là, le prof a comme... je comprends maintenant. Puis là, il peut même aller demander à l'élève. J'ai parlé avec Judith, j'ai parlé avec ton orthophoniste. Puis là, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Qu'est-ce que j'aimerais que je fasse dans la classe pour t'aider? Puis il y a même des profs qui ont des codes un peu, puis ou vraiment des choses que l'élève décide d'avoir. C'est lui qui décide ou elle qui décide qu'est-ce que le prof peut faire pour l'aider s'il y a lieu, tu sais, parce qu'il y en a qui veulent pas non plus, mais pour ceux qui désirent, puis ça peut faire vraiment des belles équipes, puis des enfants qui se sentent plus confiants dans leur classe, qui sentent que leur professeur est plus à l'écoute, qui est vraiment un allié
d'eux ou d'elles. Donc ça, c'est très fort. Ouais, de transmettre les connaissances sur le bégaiement puis sur les attitudes à avoir aux professeurs, c'est empouvoirant. Puis ce que tu dis, c'est tellement beau, je trouve, parce que quand l'élève est en mesure de décider ce qui lui convient, c'est tellement... Ça permet de mieux se connaître, de mieux respecter ses propres limites aussi. Je me rappelle qu'en 6e année, j'avais ces codes-là avec ma professeure, puis je m'en souvenais même plus. Donc, c'est toi qui me rappelle ça. Ouais, elle nous faisait lire à voix haute, puis j'avais parlé du bégaiement avec elle. Puis elle m'avait dit, est-ce que tu veux me faire signe quand je te fais lire, puis tu bloques sur un mot, puis je vais pouvoir le dire à ta place. Je sais pas à quel point c'était aidant finalement, mais je me souviens, tu sais, c'est discutable. Mais je me souviens que je m'étais sentie que j'avais le contrôle sur la situation d'une certaine façon, puis que ça m'avait fait du bien. Ouais. Même si la stratégie n'était pas la meilleure. Là. Mais bref. Mais encore là, tu sais, c'est ça, ça a à voir avec l'élève. Si l'élève a envie de ça, puis ça l'aiderait là, pour vrai, exactement, mais pourquoi pas? C'est sûr que le conseil général, ça va être laisser l'élève parler. Puis on aussi, c'est de gérer le reste de la classe pour que ça soit tout le monde, on se laisse le tour de parole, on respecte les tours de parole de chacun, tu sais, que ça soit vraiment une valeur de la classe. Mais là, si c'est ça se pourrait, tu sais, mais j'avoue que ce serait pas le conseil premier que je donnerais aux profs de dire le mot. Mais en tout cas, ce qu'on veut mettre comme message, c'est vraiment d'y aller selon les besoins de l'élève. Puis il y a même des élèves, des fois, qui vont dire « Ah, moi, je veux pas que tu l'appelles la prof. » Puis je suis comme « Oui, oui, c'est ça, puis c'est correct. » C'est ça, je dis « C'est correct. » Puis j'explique pourquoi je l'appellerais. Puis des fois, ils sont comme « Ah, je suis pas prêt. » Parfait, je l'appellerai pas. Tu sais, c'est la personne qui décide, tu sais, quand même. Mais là, c'est sûr que on peut quand même donner les conseils avec le document de Sarah Hervé, comme on a parlé. Mais vraiment de respecter ce que l'élève, ce que notre jeune dit, là, vraiment, là. Ouais, puis même si le jeune ou la jeune refuse, ben, elle sait que la possibilité est là. Puis qu'on peut agir sur des facteurs externes, tu sais, comme le professeur. Puis après quelques semaines, des fois, les gens vont dire « OK, là, ça va, tu peux l'appeler. » Fait que il n'y a rien de caché, hein. C'est ça, pour avoir la belle alliance thérapeutique, il n'y a rien de caché. Moi, je suis pas là pour « Je vais parler à ta professeure dans ton dos. » Tu sais, c'est pas ça tout, tu sais. Fait qu'en tout cas, bref, tout ça pour clore, là, que de parler au professeur, là, c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très positif. Deuxième conseil, parler aux autres élèves. Et donc, parler aux professeurs et aux autres élèves, ça implique d'annoncer son bégaiement. Carl Herder donne quelques conseils rapides sur ça. Il dit que une des clés, c'est d'être affirmatif, donc de s'affirmer quand on le fait, de ne pas être dans une attitude où on s'excuse, mais dans une attitude où on s'affirme et d'être précis. Donc, il dit, par exemple, on peut dire en passant, vous remarquerez peut-être que je bégayais. Donc, si vous m'entendez bloquer sur un mot, wow, j'ai aimé ce bégaiement. Si vous m'entendez bloquer sur un mot, c'est seulement un blocage de bégaiement. Le mot va sortir éventuellement. Là, je traduis au fur et à mesure. Ben, c'est full bon. C'est vraiment bon. Puis de trouver une façon qu'on est confortable, qu'on est à l'aise de le dire, qui nous ressemble, qui correspond à notre personnalité. Il conseille aussi de se préparer. Donc, il y a des gens que ça peut aider, tu sais, de se préparer, de savoir ce que je vais dire, comment je vais le dire. Il y a d'autres personnes qui sont plus à l'aise quand ils improvisent un peu plus, puis c'est correct aussi. Oui, tout à fait. En lien avec se préparer, ben de répéter aussi. Tu sais, quand on pratique 2 ou 3 fois, on a plus d'espace dans notre tête pour quand on bégaye plutôt que de réfléchir à comment qu'on dit les choses. Le dernier point de son article, c'est très important, c'est lorsque la présentation est terminée, peu importe comment ça s'est passé, peu importe comment on se sent après, peu importe si on est satisfait du résultat ou non, on se félicite. On se dit bravo, tu l'as fait, puis on termine sur une bonne note. Puis ça, c'est vraiment important pour la suite, en fait, pour nos prochaines expériences de présentation. C'est important de finir
sur une bonne note pour essayer de briser le cercle vicieux de la crainte de faire des présentations. Puis c'est d'avoir un discours réaliste, de dire OK, c'est vrai, peut-être j'ai bégayé sur ces mots-là, je suis moins contente de ça. OK. Mais c'est vrai que j'ai dit ce que je voulais dire. J'ai quand même, j'ai regardé, je sais pas, si on parle de contact visuel, j'ai regardé davantage devant moi. J'ai eu tu sais, mon sujet, j'étais intéressée à parler de ça. Puis je pense que les gens vont en vouloir en savoir plus sur mon sujet. Donc, j'ai intéressé les gens. Tous ces aspects-là sont tellement... Tu sais, l'exposé, c'est pas juste la fluidité, hein. Tu sais, souvent, c'est ça, moi, j'entends en clinique, là, j'ai bégayé, ben je suis pas contente, ça a été de la merde. Tu sais, l'exposé, c'est pas bon. Mais de nuancer un petit peu, là, de revoir ça plus en termes de termes de gris, je dis souvent ça, tu sais, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est plus en termes de gris. Oui, il y a des choses que je suis moins content ou je suis moins satisfaite ou satisfait, mais c'est vrai qu'il y a ça, par exemple, que j'ai fait, tu sais. Puis, OK, ben oui, bravo, ou je l'ai fait, tu sais, c'est ça, de se donner Ouais, de recadrer ce qui s'est passé, en fait. Ouais, avec un discours réaliste. Fait que ça permet justement de partir avec un ressenti qui peut être un peu moins négatif, parce que souvent, c'est ça, on va voir juste... Ben souvent, ce que j'entends en clinique, c'est que la personne va juste voir en lien avec sa fluidité. C'est bon ou c'est pas bon, mais c'est beaucoup plus large que ça, là, une présentation, là, tu sais. Puis comme on se disait aussi, des fois, il peut y avoir du bégaiement, mais ça n'empêche rien que la personne est intéressante à écouter, elle est éloquente. La personne a utilisé les mots qui étaient justes, par exemple. Oui, il y a eu du bégaiement, mais c'était les mots justes. Mais ça a une valeur, ça, tu sais. Puis on peut être très intéressant à écouter. Puis il y a du bégaiement. Tu sais, ça n'a rien à voir avec... T'sais. Moi, je trouve que je suis très intéressante à écouter. Tellement! Puis comme, tu sais, tous les gens qu'on reçoit au podcast, tous les gens qu'on peut voir aussi dans les vidéos de l'ABC, entre autres, sur le site Internet, c'est ça, c'est de voir que c'est intéressant d'écouter la personne. Il n'y a pas juste le bégaiement, tu sais. Fait que ça, c'est un point, là, fait que c'est ça, qui est intéressant à noter dans j'ajouterais que le bégaiement peut être quelque chose qui ajoute à la présentation. Tu sais, ça fait partie de la parole de la personne, puis quelqu'un qui communique avec joie, avec plaisir sur un sujet qui le passionne avec du bégaiement, ça peut faire partie du... Ben, je trouve que c'est quétaine et cliché de dire ça, mais il y a une partie de moi qui trouve vraiment que ça peut apporter un charme, tu sais. Ben ouais, puis quand, là, justement, je bégaye, je m'assume, C'est ça, c'est comme ça. Mais souvent, on va écouter plus la personne. Oui, parce que quand on sent quand la personne... la personne qui est mal à l'aise, qu'elle sent... puis encore là j'en entends, là, c'est difficile, là, bégayer. Je dis pas là, que... J'en entends tellement d'histoires, là, mais c'est juste quand même de se dire ça quand même. Mais oui, il y a du bégaiement, puis il y en a, puis ça m'empêche pas d'être intéressant, d'être éloquent, d'être pertinent à écouter, puis qu'on veut en écouter plus. Donc déjà, de se dire ça, je pense que c'est important, tu sais, avant de faire une présentation, pendant la présentation, après la présentation, tu sais, d'avoir ce discours-là. Puis le dernier truc qu'on voulait dire, c'est souvent, on entend, même Cassiopée nous en avait parlé aussi, que les gens qui bégayent souvent vont se dire, mais... je suis pas... c'est super stressant, une présentation orale, puis je suis la seule personne à être stressée à ce point-là. Puis c'est pas vrai. Tu sais, je veux dire... puis là, c'est ça. Là, je vais donner un exemple de mon chum. Simon! Ouais, c'est ça. Fait que Simon, mon chum, ne bégaye pas, mais c'est très stressant pour lui, faire des exposés. Et il va être stressé à un point tel que quand il est debout et stressé devant les gens, il peut faire des chocs, un choc vagal. Fait qu'il perd connaissance, là, il tombe, là. Ah, puis il s'est déjà pété les dents, là, tu sais, de 6 pieds de haut, là, paf, il s'est pété les dents. C'est quand même dangereux, mais je voulais dire que... ben oui, mais c'est quand même... C'est quand même sérieux, là. Mais tout ça pour dire qu'il est arrivé des moments qu'il devait présenter au travail, dont une fois précise, qui était... Mon chum travaille dans le domaine du vélo, là, puis il y avait... une présentation dans une espèce de scène là, avec des vélos à côté de lui là, qui étaient cordés, là, en bon français, là, en bon québécois, cordés. Puis il parlait devant les directeurs, les employés, là, tout le monde. Là. Il a commencé sa présentation et là, chancelant, et là, il a perdu connaissance. Il est tombé comme dans un jeu de quilles là, sur les vélos.
Puis les vélos ont tous tombé, tu sais. Fait que c'est vraiment pas nice, là, comme... c'est vraiment pas cool comme situation, difficile. mais... Tu sais, fait que c'est ça, il a perdu compte. Là, tout le monde capotait, tu sais, dans l'usine là, où il travaillait. Puis une autre fois aussi, c'est arrivé qu'il a perdu connaissance. Mais là, cette fois-là, je pense qu'il était assis autour d'une table avec... c'était un autre milieu de travail. Puis, mais il est super compétent à sa job, là, c'est ça. Là, c'est ça, c'est un ingénieur là, tellement qualifié, c'est ça, tu sais. Mais quand il parle devant les gens, c'est difficile, tu sais. Puis c'est ça, puis il avait perdu connaissance aussi autour d'une table, puis là, ben, les gens avaient comme mieux réagi, là, ils l'avaient vu comme partir, puis ils l'avaient tout de suite mis sur le coucher avec les jambes en l'air, en tout cas, pour qu'il se sente mieux, là, mais tout ça pour dire que pour lui, là, c'est une bête noire, là, mais et c'est épouvantable de parler devant les gens, tu sais. Puis ce que j'ai fait avec lui, tu sais, ce qu'on fait, c'est qu'on... un peu comme qu'est-ce que je fais avec les gens que je vois en clinique, tu sais. On regarde avec lui son texte, on regarde comment il peut le dire, on le pratique, il le pratique souvent. Il le fait assis, debout. On le filme aussi, parce que le fait d'être filmé, ça y rajoute un stress. Puis tout ça, c'est normal. C'est normal. Parce que toujours le message de dire « je suis vraiment poche. Voyons donc, comment ça, je suis pas capable de parler devant les gens. Ça n'a pas de bon sens. » Mais ça revient à... ça fait longtemps là, qu'il y a ça. Là. Au secondaire aussi, il n'aimait pas ça. Puis bon. Puis même, tu sais, j'ai un outil de réalité virtuelle maintenant, tu sais, un casque, un visio-casque de réalité virtuelle. Donc là, on l'a pas encore fait parce qu'il n'y en a pas eu, mais on l'utiliserait aussi, je lui mettrais le casque, puis là, il parle devant une assemblée virtuelle pour pratiquer son speech, son discours, puis en tout cas, tout ça pour dire que ça reste quelque chose de difficile, mais il en a fait récemment, puis ça se passait bien. Il faut qu'il s'expose pour habituer son corps à la situation stressante pour se sentir mieux. Mais bref, tout ça pour dire que ce n'est pas vrai que c'est facile pour les gens qui bégayent pas de faire une présentation devant un groupe. Ouais, c'est stressant pour la majorité des gens, en fait. Faire des présentations, je pense que ça fait partie d'une des plus grandes peurs chez les gens. Il y a une expression qui dit qu'à des funérailles, les gens préféraient être dans le cercueil que, que de parler devant les autres. Ouais. Fait que, tu sais, ça témoigne... ouais, je pense que c'est une peur vraiment commune dans la population. Ouais. Puis souvent, en fait, c'est de le faire, de se mettre en... Plus on le fait... Ouais, de se mettre en marche puis en action. Ouais. Plus on le fait, à petite dose aussi, là, de parler devant des petits groupes. Souvent, ben là, le corps s'habitue, on sent moins d'hormones de stress, d'hormones de... Puis c'est qu'on accumule des expériences qui sont agréables ou plus positives, et là, tranquillement, ça change notre vision de la situation. C'est comme si notre corps est une base de données avec des informations sur le monde. Puis là, si toutes les données qu'on a sur les présentations sont hyper effrayantes carrément et traumatisantes même dans certains cas, ben, si on amène d'autres données dans notre base qui sont plus positives, agréables, plus douces, ben graduellement notre vision de ces situations-là va s'adoucir aussi, tu sais. Puis tu sais, comme là, dans le cas de mon chum, tu sais, c'était vraiment comme un traumatisant, là, ce qu'il a vécu, tu sais. Puis il a participé depuis à des podcasts en anglais, en français, une émission de télé aussi auquel il a participé. Et là, c'était positif. Il était content de sa présence, de ce qu'il a dit. On avait tout fait sa préparation. Fait que tranquillement, mais ça prend du temps, selon le degré un peu de traumatisme, si on veut, là. Lui, vraiment, c'est ça, il va lui falloir plusieurs expositions pour que sa vision d'exposé oral change, tu sais, puis que ça soit plus positif. Je voulais aussi attirer votre attention sur un article scientifique de Courtney Byrne, qui est une orthophoniste très importante dans le monde du bégaiement, qui fait des recherches très pertinentes, entre autres sur les aspects psychosociaux comme la stigmatisation, qui est un sujet qui me passionne. Donc, son article est « The Impact of Self-Disclosure and Strategies for Communication Competence on Professors' Perceptions and Evaluations of Students who Do and Do Not Stutter ». Brièvement, ça porte sur la perception que les professeurs peuvent avoir sur le bégaiement. L'introduction de l'article est très riche. Elle parle de l'impact de la stigmatisation. Donc,
les attitudes et les idées inconscientes que les professeurs peuvent avoir sur le bégaiement, même s'ils ne sont pas explicitement dites, peuvent avoir un effet sur les élèves. Puis les élèves qui bégayent souvent sont tellement habitués à avoir peur de la perception des professeurs parce qu'ils ont eu beaucoup de contacts dans leur vie qui leur ont montré que le bégaiement était pas désiré ou que les gens pensaient que c'était pas souhaitable. Donc, les préjugés sont comme anticipés par les élèves. Et une manière que les élèves ont de réduire ces préjugés-là, c'est justement encore d'annoncer leur bégaiement. Et l'étude porte sur... en fait, c'est des professeurs qui ont regardé des vidéos d'élèves qui annoncent leur bégaiement ou non. Et il y a des vidéos dans lesquelles les élèves ont des attitudes communicationnelles qui sont jugées comme positives. Puis il y a des vidéos où ils ont des attitudes communicationnelles qui sont jugées comme moins efficaces. Et dans tous les cas que les attitudes communicationnelles soient positives, moins efficaces, dans tous les cas d'annoncer son bégaiement au professeur, ça améliore les perceptions. Donc, c'est intéressant, je trouve, parce que c'est la manière que l'acte d'annoncer son bégaiement est conceptualisé comme un outil pour réduire les préjugés chez les professeurs. C'est vraiment intéressant, je trouve. Mm-hmm. Oui, donc ces conseils-là, hein, comme on a dit, c'est des idées, c'est d'y aller vraiment de manière personnalisée, c'est aussi d'essayer des choses. Moi, souvent, je demande à mes jeunes, essaye des choses, essaye de voir est-ce que ça t'aide quand tu te prépares de telle façon, quand tu fais des points, au lieu d'écrire ton texte et de faire des points, est-ce que ça t'aide plus? De trouver sa propre recette, entre guillemets, c'est ça, le gage de réussite, ou en tout cas, il y a plus de chances d'être satisfait d'une présentation orale avec sa propre recette qu'on a essayée puis qu'on sent qui nous aide, nous, tu sais. Donc, voilà. On espère que ça vous a donné certaines idées pour vos présentations orales, puis l'idée, c'est de parler devant les gens. On parle, puis ça devient plus facile. Mais merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Je suis un podcast qui est créé par l'association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégaient. On remercie également à Alexandre Cadélis, adulte qui bégait, qui s'occupe de la post-production des épisodes, ainsi que le conseil d'administration de l'ABC, de l'Association Bégaiement Communication, qui révise et approuve le contenu. Si vous aimez Je suis un podcast, soutenez le projet en vous abonnant au podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou n'importe où vous l'écoutez. À la prochaine!